tous et bienvenue dans cette vidéo de Freeplay, une vidéo un petit peu spéciale, spéciale Major, j'ai envie de dire même, accompagnée de 3 compères qui étaient justement à la Défense Arena pour ce Major de Rocket League. C'est ce week-end dernier, un Major qui a été on ne peut plus explosif en termes e-sportifs, mais aussi dans les coulisses, il a été d'autant plus explosif. Je vais vous les présenter et ils vont même se présenter. Je reçois d'abord, évidemment, Tano, Shérif Amiani, notre cofondateur ici à Freeplay. Tano, présente-toi un petit peu, même si les gens commencent à te connaître. Ouais, bien sûr, les gens me connaissent très bien sur ce média parce que je suis sur pas mal de vidéos voilà, depuis pas mal de mois. Mais oui, fondateur du média Freeplay, je suis sport enjoyer depuis maintenant 10 ans. Disons que je suis de l'e-sport, que j'ai fait pas mal de choses dans la vie. J'étais modérateur pour auparavant Imagine Action et Blanc qui sont devenus maintenant les casters Rocket Baguette, j'ai fait pas mal de projets, j'ai été responsable sur plein de choses dans la structure Team Divergente, structure qui est maintenant en deuxième division sur la scène EVA. Donc voilà, pas mal de choses et donc depuis maintenant pas mal de temps pour Freeplay, je pars à gauche à droite en événements, tout comme au Major de Paris. On y a été ce week-end avec tout le monde ici présent, sauf Tagoro. Ouais, sauf moi. Malheureusement, j'ai pas pu venir, mais effectivement, cofondateur, organisateur, il y a tous les mots en heure, ils sont là pour toi. C'est pour ta pomme. En tout cas, merci d'être là ce soir. On a aussi Héraclès avec nous, qui est là et qui était au Major et qui est là avec nous dans cette vidéo. Héraclès, salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Salut à vous les gars, donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Mehdi alias Héraclès, je suis observateur et producteur on va dire Rocket League de manière globale, je travaille actuellement chez GameWard et j'ai été présent au Paris Major en tant que reporter pour Wikipédia. Donc voilà, c'est un peu mon statut actuel. Mon statut principal, bien sûr, c'est la production, mais de temps à autre, à gauche à droite, je fais, on va dire, je travaille aussi pour Wikipédia. Donc majoritairement, je suis aussi le CM sur Twitter. Donc Ok. je remplace Lucas, notre ancien CM et admin qui a pris sa retraite. Donc merci à vous les gars de m'accueillir ce podcast, cette interview. Comment je dis? C'est quoi le terme? Ouais, une petite interview, ouais, on peut le dire, un podcast vidéo. Voilà. Merci à vous les gars. Avec plaisir et on finit par le patron, j'ai envie de dire. Le patron. Le patron, évidemment, le patron de Rocket League, là, en ce moment sur la scène FR. Il est traducteur, il est dans le staff de Epic, il est dans le staff de Rocket Baguette, il est partout, ce mec. Il s'appelle Esperanza. Salut à toi, Esperanza. Présente-toi un petit peu pour ceux qui, évidemment, te connaissent pas encore un petit peu. On sait jamais. Ouais, bah déjà merci de m'accueillir avec peut-être patron selon vous, mais avec un setup absolument Terrifiant, voilà, on peut le dire. terrifiant, ouais, on peut le Ok. dire en direct de Düsseldorf. Mais non, moi du coup c'est Julien alias Esperanza sur les réseaux. De base, on va dire que j'ai commencé par être fan en général de l'e-sport et surtout de Rocket League et des F1 eSport Series en particulier. Donc ça remonte à il y a fort longtemps et principalement donc CM chez Rocket Baguettes depuis maintenant 6 ans. Et maintenant depuis 3 ans, j'ai eu la chance de rejoindre le monde des RLCS de l'intérieur, avec d'abord un premier rôle en tant que traducteur pendant les premières années pendant une année chez EFG avant de prendre la main sur ce qu'on appelle du player management, ce que je fais avec Blast depuis maintenant un peu plus d'une saison. Et du coup, maintenant, je fais principalement du player management, surtout sur l'écosystème Epic, donc Rocket League et Fortnite, avec aussi des fois quelques apparitions sur d'autres jeux, avec aussi cette casquette de traduction qui est possible et qui, par exemple, on me voit très souvent sur Rocket, un peu moins sur Fortnite parce qu'actuellement les joueurs français, c'est pas leur jeu, c'est pas leur jeu où ils sont le meilleur actuellement, mais voilà. Donc c'est mon rôle. Et puis du coup pour le Major de Paris, j'étais player manager ainsi que traducteur sur place. En tout cas, j'ai fait la traduction jusqu'au Crowd Days, au moment où Lutti a pris ma place et a très très bien fait le job.
Ouais, il a pas mal fait le job. Il était très chaud d'ailleurs, hein, Lutti, pour ce Major. D'ailleurs, rôle de traducteur qu'on verra aussi sur Freeplay, puisque grâce à toi aussi, on a pu avoir une interview de quelqu'un qui est particulièrement connu sur Rocket League. Et on t'en remercie d'ailleurs d'avoir traduit cette interview. Une interview que vous suivrez bien sûr sur Freeplay dans les jours à venir. Mais on va parler cette fois-ci donc du Major de Paris, un Major haut en couleur, haut en niveau de Rocket League évidemment, puisque ben, on a quand même une équipe française qui a gagné le Major de Rocket League et qui a même très très bien gagné, puisque on va pas revenir sur les chiffres, mais on va dire qu'ils ont un peu stomp tout le tournoi. Mais au-delà de ce qu'on a pu voir, ou de ce que moi en tout cas j'ai pu voir de chez moi, donc au-delà de cette partie e-sportive, un major c'est pas qu'un bracket, c'est pas que des scores, c'est une énorme machine logistique qui est derrière, souvent beaucoup d'histoires en coulisses, des événements qui se passent aussi, des joueurs qui sont aussi souvent sous pression, mais surtout aussi un public à gérer et des journalistes aussi. Et donc c'est aussi l'heure d'en parler. Grâce à vous, on va pouvoir en parler. Euh, Comment ça s'est passé ce Major? Parce que ça, c'est quand même devenu, Paris est devenu l'espace d'un week-end, une plaque tournante pour l'e-sport. Mais est-ce que ça correspondait aux standards internationaux? Justement, on va en parler. On va commencer par toi, Tano, qui a réussi, on va dire, à avoir l'œil de partout ce week-end-là et qui a pu autant observer les médias que les staffs. Comment est-ce qu'ils ont été traités? Est-ce que tu as pu percevoir des couacs logistiques ou on va dire que l'organisation a été plus ou moins irréprochable? Alors c'est vrai que pour y avoir été les 5 jours, c'est-à-dire que le Major s'est passé sur 2 jours où c'était pas les crop days, donc c'était 2 jours où c'était uniquement le staff, les casters, les organisations et les joueurs qui étaient ensemble de leur côté sur un seul étage. Et ensuite, il y avait les 3 jours où bah là, ça a accueilli du public. On avait parlé d'après le responsable de l'Arena, c'était environ 15 000 personnes par jour qui étaient dans Ouais. le public, ce qui est énorme. Euh, Et pour le coup, j'avoue que accueillir 15 000 personnes, déjà, faut se mettre à l'évidence, c'est pas simple. Et même dans l'e-sport, c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. On a beaucoup l'habitude, comme par exemple, on reste sur les RLCS, le prochain événement, c'est la Dickies Arena, il y aura bien moins de personnes que la Défense Arena. Parce que déjà que c'est même pas Dallas, mais c'est Fort Worth, qui est littéralement la périphérie de la grande ville de Dallas. Mais surtout que pour une organisation comme celle-ci, tu l'as dit, en fait, c'est beaucoup de monde à gérer. Alors moi, de mon point de vue, on sait que initialement, bah oui, c'est Blast qui gère tout ce qui est l'organisation, le travail autour, je vois que ce soit les ressources humaines, mais aussi les ressources matérielles, travailler avec les boîtes de prod, les prestataires, que ce soit pour le montage ou le démontage des scènes. D'ailleurs, on voyait en fait la scène littéralement se construire lors des 2 premiers jours de la LAN quand il n'y avait personne, pour qu'ensuite le 3e jour que tout soit prêt et que voilà, on puisse tous profiter. Ça pour le coup, j'avoue que ça c'était très cool. Après, sur le moment avec le public, avec toute l'organisation qui est autour, que ce soit en fait les casters, les organisations, gérer les joueurs, etc. Et les journalistes, tout comme nous. C'est une organisation qui est différente parce que là on a de nouvelles comment dire, une nouvelle sécurité à avoir, c'est une adaptation, etc. Et même pour tous les événements, c'est la même chose. Faut Oui, il y a un système d'accréditation, il y a, oui. exactement. Oh, Et pour le coup, moi je sais que de mon point de vue, même si voilà, on va en parler pas mal, il y a eu des couacs évidemment, mais par contre pour ce genre d'événement, j'ai envie de dire, c'est normal par moment d'avoir des soucis parce que on peut pas être non plus irréprochable. Mais voilà, ce qu'on se dit, c'est que pour un événement comme la Défense Arena, où je sais que dans un mois il y aura aussi le gros événement Code de Gentlemate, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qui étaient sympas, et honnêtement, je sais que l'e-sport on est encore au tout début, et avoir déjà accès à de grandes salles comme ça, d'avoir autant de public, c'est une super bonne chose. Maintenant, voilà, je vais pas m'éterniser, mais je sais que il y a des choses à améliorer et pour le coup, même si j'ai passé un super moment et c'était un super major pour le coup,
Voilà, je pense que j'aurais pas mal de choses à dire. Bah, bon, on passer légèrement sur ce sujet, mais en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, évidemment, parce que forcément, plein de gens n'ont pas vu ce côté-là, parce que le côté presse, il n'est pas mis en avant et pas beaucoup de gens le connaissent. Mais en gros, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que il y a eu, donc, quand on est journaliste ou même quand on vient de la presse, on doit s'accréditer, donc on doit en gros s'enregistrer pour assister à un événement. La plupart des journalistes là se sont accrédités auprès de deux boîtes qui ont géré ces accréditations-là. Arrive le moment où le public rentre dans l'arène et l'arène a décidé de créer de toutes pièces une accréditation pour les journalistes et même aussi pour la prod parce qu'il y avait les casters, notamment de Rocket Baguette, qui devaient, je crois, aussi avoir une nouvelle accréditation. L'Arena a, on va dire, un peu chamboulé ce type d'accred et le fonctionnement de l'accréditation, et donc a un peu chamboulé même le travail en fait des journalistes qui étaient sur place. C'est des miscommunications comme ça qui arrivent, mais que les gens ne voient pas parce que eux, ben, le public, ils n'ont pas d'accréditation, ils ont juste un billet qui scannent, et ben ça arrive aussi que du côté de la presse, ben il y ait des couacs. Et on espère que ce sera réglé pour les prochains événements, notamment, comme tu l'as dit, pour le Major de Code, pour que ben, ça se passe de façon un peu plus fluide. C'est juste des petits détails, je pense, qu'il faut régler, mais qui sont pas dramatiques, surtout quand, comme tu l'as dit, Shérif, on est au début, enfin, pas vraiment au début, mais on arrive quand même en plein milieu des événements en e-sport à grande échelle, et c'est encore peut-être un peu compliqué de tout gérer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse, cher Esperanza, sur ça, et que si tu peux nous expliquer un petit peu, mais voilà, un peu pour aussi expliquer aux gens qui ne savent pas comment ça se passe et pourquoi ça s'est passé. Ouais, alors déjà, c'est vrai que si on revient un peu sur en termes de chiffres et en termes de taille, c'est vrai que de faire une arène comme celle de la Défense, je pense que c'était un pari qui devait être fait, surtout vu comme ben, les Worlds à Lyon ont très très bien marché. À titre de comparaison, il faut se dire que là, par exemple, la Aganis qu'on a fait, la Aganis Arena à Boston, où il y a eu le premier major, il a une capacité d'à peu près 7000 places. Donc c'est 2 fois moins, mais un peu moins que 2 fois, enfin un peu plus que 2 fois moins que de personnes qui sont venues là à la Défense. Et c'est vrai que même pour Lyon l'année dernière, on était à peu près à 10 000 par jour. Donc même là, alors que Lyon, ça paraissait déjà très impressionnant, on était quand même sur une capacité bien moindre. Donc c'est vrai que je pense que le challenge de venir à Paris et de venir à la Défense Arena, parce qu'il y aurait pu avoir d'autres choix, par exemple, il y aurait pu avoir la Adidas Arena, où avait eu lieu le SI cette année, enfin le Six Invitational de Rainbow Six en février. Je pense qu'il y avait vraiment ce côté un peu challenge et ce côté un peu on a vu que c'était quand même une édition de tous les possibles, aussi de tous les paris, avec entre autres les annonces qui a eu lieu et la production qui a été juste boostée. Je pense que ça a été un challenge et un pari qui a été pris par Blast, et je pense que c'est un pari qu'il fallait enfin qu'il fallait prendre. Je pense que c'est un moment qui est important, comme on voit sur la manière dont se développent les RLCS ces dernières semaines. Euh, et à la fois, bah, c'est clair que c'est un pari que tu fais une fois, mais je pense pas que tu vas le refaire. Et je pense que même l'e-sport en général n'est pas prêt pour un pari de cette envergure-là. Et pour venir du coup bah, sur le sujet plus particulier de ces histoires d'accréditation, euh, je pense que le côté qu'on se rend pas compte, surtout en étant un viewer, en étant quelqu'un qui se rend sur place, même peut-être un journaliste, c'est que la sécurité actuellement dans les sports, dans les arènes et tout ça, est quelque chose que, de manière assez consensuelle, est quelque chose qui est très très en deçà de ce que ça devrait être. Actuellement, la sécurité dans l'e-sport, pour moi, est un problème assez majeur. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, il y a des sociétés de sécurité qui se rendent pas compte de ce que c'est l'e-sport. C'est-à-dire qu'en fait, ben, on leur dit, tiens, il va y avoir des gens, ils vont jouer aux jeux vidéo, et ils se rendent juste pas compte de ce que ça veut dire derrière. Et du côté, ben oui, on a des fans, il y a aussi des détracteurs, il y a des gens qui vont être plus ou moins foufou. Et c'est vrai que du coup, bah, je pense qu'il y a ce côté-là où de base dans l'e-sport,
il y a vraiment une sorte de laxisme général qui fait que des fois, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de plus grands soucis dans des gros événements, quelqu'un qui vient s'introduire sur scène, peut-être même attaquer quelqu'un d'autre. Enfin, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a très peu eu ça, sachant que la sécurité actuellement est très faible. Et je pense que du coup, vu que cette sécurité-là actuellement, elle est peu considérée dans l'e-sport, il y a aussi le fait que du coup, les organisateurs, donc ça peut être un Blast, ça peut être un EFG, ou d'autres organisateurs, ou même par exemple, là, la Défense Arena, il y a quelques mois, la KC avait organisé les KCX. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont eu les mêmes problèmes qu'il y a eu là. C'est simplement que quand on arrive dans une arène qui est cette fois adaptée et faite pour justement considérer cette sécurité-là, si la communication elle n'est pas faite en amont et si elle n'est pas bien faite, et c'est là où je rejoins totalement ce que Tano a dit sur le fait que en fait, c'est un problème de communication, en fait on arrive juste sur des choses où c'est totalement la pagaille les jours de public, parce que d'un côté il y a une arène qui va rajouter de la sécurité, un niveau de sécurité qui est cohérent, et c'est tout à fait cohérent par rapport à l'envergure de l'événement et par rapport à ce que ça signifie, et d'un autre côté des organisateurs qui du coup s'attendent peut-être pas à ça parce que d'habitude dans nos événements, juste l'accréditation Blast, qui est donc l'accréditation de base pour toi, elle fait foi dans toute l'arène. Et c'est juste que là, en fait, pour la première fois, et c'est quelque chose qui est rare, ou même que moi j'ai jamais vu et que d'autres que j'ai discuté avec les gens n'ont jamais vu, en fait, l'arène n'acceptait pas les accréditations Blast, mais voulait l'accréditation de l'arène. Et du coup, l'idée, c'est que vu que cette discussion-là n'a pas eu lieu en amont et c'est pas fait en amont, en fait, on s'est retrouvé à partir de vendredi sur d'énormes cafouillages, tout simplement parce que du coup, d'un côté, il y avait l'incompréhension de Blas de dire mais on comprend pas pourquoi est-ce que ça marche pas et c'est pas bon, et l'autre côté, la défense qui n'ont pas non plus voulu juste créer un précédent, c'est-à-dire tiens, pour cet événement-là, on va laisser faire parce que c'était pas pris en amont, parce que le problème c'est que il y a le risque pour de prochains événements, futurs événements dont le Major Code, si on se retrouve une nouvelle fois devant cette confusion-là, vas-y, on laisse faire. Donc je pense que c'est juste une histoire de problème de communication et de compréhension entre deux systèmes qui sont encore en train de se former et essayer de se comprendre. Et du coup, c'est vrai qu'au final, ça fait que malheureusement, il y aura certains départements, certains partis qui vont être touchés, dont bien sûr la presse, ou aussi des fois les spectateurs. Donc c'est vrai que malheureusement, on a eu cette histoire que les spectateurs qui étaient situés en bas, ils n'avaient pas accès au signing session qui avait lieu au premier étage. Donc ça aussi, ça a été un petit problème de compréhension qu'il y a eu en amont et qui n'a pas pu être réglé sur le moment. Et c'est vrai que malheureusement, c'est des choses comme ça qui sont toutes simples. On va dire que sur l'expérience joueur générale et sur l'expérience joueur, c'est des choses qui se remarquent peu, voire pas, et c'est le plus important, parce que l'important quand même, c'est que pour les joueurs sur place et que les gens qui regardent en ligne ou sur place, ça se voit pas trop, et je pense que c'est quelque chose qui a clairement été réussi vu la potentielle pagaille qui y était. Par contre, c'est clair que pour l'avenir de l'e-sport, c'est toujours des choses qui sont importantes à prendre en compte et à améliorer à l'avenir si on souhaite que notre milieu se développe comme il devrait, quoi. Oui, là on parlait donc de la sécurité qui est importante effectivement, mais c'est donc des discussions qu'il faut avoir pour essayer de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien. Alors, je te rassure, moi qui ai été viewer pour le coup de chez moi, j'ai rien vu passer, hein. Le seul problème que j'ai vu, si tu veux, de tout le week-end, c'est le fameux crash du drone juste avant la finale. Bon, C'était après, magnifique. moi, je peux souligner un truc. Moi, il y a Ouais, deux ouais, moments. vas-y, vas-y. Il y a déjà ce fameux drone, celui-là, il nous a régalé. Magnifique. Par contre, le Magnifique. deuxième, c'est que je ne sais pas si si on s'est bien rendu compte de la dinguerie. C'est comment Limbo, l'observateur de Rocket Baguette, a fait pour cracher sur un match en LAN. C'est un truc que j'ai jamais vu. Je sais pas comment c'est possible d'avoir un crash réseau en LAN. Je veux C'est dire, vrai. là, on a dépassé un C'est... certain stade. Mais c'était amusant, c'était amusant. Ouais, disons que ça nous a sorti de la compétition, mais c'était aussi pour notre plus grand plaisir. On va pas se mentir parce que bon, on a eu des beaux fous rires hein, quand même, hein. Déjà, il y avait des fous rires en plateau au moment où ils ont pété un karaoké de baguette au moment où il y avait le match entre Gaspo et l'Espagnol et j'ai oublié son Néné Créative et Rosery, oui. c'est ça, Néné Créative et Roserie. Euh, le plateau était lunaire, hein, là, faut le dire, hein, je voulais juste en parler aussi. Mais le plateau était absolument lunaire. Est-ce que Noël tombe le 31 décembre? J'étais en mode, c'est quoi ces questions? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le stream? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Donc je sais pas si vous l'avez entendu sur place, mais nous, on était mais morts de rire. Parce qu'évidemment, on suit Rocket Baguette parce que, c'est les leaders sur Rocket League. Deux, ils ont tout fait pour qu'on passe un major de fou et ils nous ont vraiment régalé.
Donc en plus de ça, il y avait une line-up de dingue. Donc je voulais un petit peu leur faire un peu le shout-out parce que c'était vraiment une dinguerie. D'ailleurs, si je peux donner un chiffre, cet événement, le Major RLCS à Paris, c'est le deuxième plus gros événement pour Rocket League, jamais fait et jamais connu. 528 000 viewers en pic sur tous les streams et 5,7 millions d'heures regardées, ce qui est absolument monstrueux, en plus de toute la production technique sur place. Donc on parle du drone évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a de la pyrotechnie, il y a tout le plateau qui était énorme pour les joueurs, l'organisation derrière pour mettre en place les joueurs pour leur entrée qui était aussi... là, on croyait que c'était des entrées de joueurs de foot, quoi. Donc franchement, c'est un major complet. On a pu vraiment voir l'étendue d'une production plus que télé sur une compétition de Rocket League. D'ailleurs, je voulais en parler avec toi aussi un peu, Héraclès, qui donc a bossé pour Liquipedia en tant que rédacteur, on va dire, sur ce major. On peut dire Euh, CM. CM. Est-ce que déjà c'est un rôle auquel tu n'avais peut-être pas l'habitude, mais en tant Ouais. on va dire avec ton œil d'observateur et de producteur, euh, ce genre d'événement comme ça, non seulement il se prépare à l'avance, mais c'est peut-être aussi des événements où il faut énormément de bras. Bah, je vais être honnête avec toi. J'ai été vraiment, on va dire, agréablement surpris, on va dire, de comment l'événement a été géré, au vu des attentes, au vu du fait que ça allait être sûrement, je veux dire, ça, on l'a constaté, c'est le plus gros événement Rocket League, on va dire à travers le temps. Je voulais d'ailleurs rebondir, avant de poursuivre, je voulais d'abord rebondir sur Oui, ce que bien tu sûr. avais dit. Le Major a fait 528 000 spectateurs, on va dire, au pic, En pic on va de dire. viewers. Ouais. C'est ça. Mais je voulais insister sur le fait qu'il y avait vraiment, on va dire qu'on a réussi à faire ça, alors qu'il y avait d'autres trucs qui se passaient en parallèle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait le Eleven Oui. All-Star organisé par Amine Mathieu, qui réunissait donc Squeezie et Kameto, qui sont quasiment les deux plus gros créateurs avec Gotaga, on va dire sur la Sur scène Twitch? RL. Donc le problème maintenant, c'est que même les viewers du coup de Squeezie et de Kameto, eux, ont été redirigés vers le Eleven All-Star. Bon, il y avait quand même des ultra cassés qui étaient sur le stream de Kenny, mais de ce que j'ai vu, on était à 18 000. C'est très loin des 80 000 ou des 100 000 que Kameto a l'habitude de réunir, ou même les plusieurs dizaines de milliers que Squeezie a aussi l'habitude de réunir. J'aimerais quand même saluer la performance d'avoir réussi à atteindre 528 000, alors que les deux plus gros créateurs qui auraient littéralement, on va dire, envoyé le stream à la stratosphère avec 700 000 viewers, voire même plus, étaient occupés sur un autre événement. J'insiste sur ça, c'est quand même impressionnant. Pour moi, ça méritait plus. Et juste pour Donc, rajouter rapidement, Jure, sur ça, au-delà même de ça, je suis tout à fait d'accord. En plus, bah, le jour d'avant, il y avait la LEC avec le KCG2. Il y avait aussi, aussi oui. le Creator Aussi. Crunch le soir même aussi à Paris. Donc l'idée, c'est qu'aussi, il y a aussi des gens qui peut-être ont pris leur billet sur ça, en plus du Eleven All-Star. Et aussi, il faut quand même se rappeler que le premier, c'est le Major de Boston, sachant que c'était au moment du pic, juste après que Jinxie, donc le streamer américain, avait amené la hype autour de Rocket League. C'était juste après ça, donc aussi les chiffres américains étaient affolants. Et là, il faut se dire qu'avec l'horaire à laquelle ça avait lieu, déjà de 1, c'était en pleine journée en Europe, donc du mercredi au vendredi, les gens y travaillaient aussi. Et aussi, surtout, si c'était en pleine journée en Europe, ça veut dire que c'était le matin, voire la nuit aux States. Donc au final, il y a vraiment tous ces combos-là qui font que même si c'est le deuxième, c'est impressionnant. Et là, je rejoins totalement de fait qu'il y ait de tels chiffres alors qu'il y avait autant de choses qui se passaient autour et qui auraient pu clairement réduire les chiffres, quoi. Bah, c'est vrai. Moi, honnêtement, j'aurais pas pu trouver mieux. C'est tout à fait ça. Pour revenir du coup à l'organisation, bah déjà, moi, j'ai remarqué plusieurs choses déjà incroyables. Je trouve que ils ont très très bien géré du coup la transition entre le stream français et le stream, on va dire, anglophone. Ça s'est fait proprement. Il y a eu quelques couacs au premier jour des playoffs, malheureusement. Après, pour être honnête, c'est tout à fait normal. Moi, en tant que producteur observateur, quand je me mets dans un nouveau domaine, quand je commence par exemple quand on fait par exemple un day d'un tournoi, eh bien c'est sûr et certain pour les premières séries de matchs, on va forcément se planter à tous les niveaux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pour moi, ils ont corrigé le problème assez vite, même s'il y a eu des choses qui m'ont pas vraiment plu, comme par exemple le fait de ne pas afficher Stax sur le grand écran, alors que c'est quand même le meilleur hyper ever. Désolé Dwagby et Lutti, je vous aime, mais Stax dans mon cœur. Donc, pour moi, c'est juste un peu dommage de ne pas l'avoir un peu affiché, surtout que c'est la tête qui nous a fait découvrir, je pense qu'on va l'aborder plus tard, RL sous UE6. Donc, pour moi, la production a bien géré ça.
aussi les nouvelles hype chambers qui ont sûrement été faites sur UE5 sont quand même à couper le souffle aussi. Ça a su mettre la hype dans la salle. Les fans étaient au rendez-vous. Il y a aussi la pyrotechnique qui a bien été gérée. Même les effets de lumière, on se serait cru dans 5 discothèques en une seule. Moi, j'ai adoré, même si, on va dire, à ma position, j'ai été obligé de fermer les yeux parfois. Quoique, c'était pour le plaisir, c'était agréable. Donc, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des ratés, il y a eu principalement de la réussite. Pour moi, l'organisation a plutôt bien géré. Ça s'est fait proprement. Donc, on va dire, je tiens à féliciter quand même le crew de Rocket Baguette, du coup, qui a prouvé pour la deuxième fois qu'il savait gérer ça après Lyon. Donc, un Ah, ils ont gros fait un jeu. énorme taf. C'est ça, gros shoot-out à eux. Alors, juste si je dois revenir sur les points que moi j'ai trouvé, on va dire, un peu négligés, ça a été principalement sur la compréhension, on va dire, du planning, par exemple, et surtout, on va dire, des après-matchs. Par exemple, nous, en tant que médias, on aurait préféré, par exemple, avoir les joueurs directement après une fin de match, on va dire, dans la zone de presse, afin d'organiser des petites interviews rapides d'une minute maximum ou deux pour poser des questions et ensuite, on va dire, avancer. Malheureusement, je trouve que ça a été tellement, on va dire laissé de côté que ça en devient un peu triste. La seule conférence de presse qu'on a pu avoir malheureusement, c'est celle avec les joueurs de la Carmine Corp après la fin du Major, après leur sacre. Et encore, on a pu à peine poser quelques questions, mais ça s'est vite terminé quoi. De ce dont je me souviens, ça a duré 8 minutes au total. Donc c'est vraiment dommage que ce point ait été laissé de côté par la production, qu'on n'ait pas pu recueillir un peu les témoignages des joueurs tant qu'ils étaient chauds. C'est quand même dommage pour le contenu au vu de la hype de l'événement et pour même l'après Paris Major parce qu'on va avoir le WC et les Worlds. Dans la dynamique actuelle, c'est quand même dommage, on va dire, de ne pas avoir posé des questions aux joueurs. Donc, pour moi, C'est un c'est peu les. Ouais. comme sur les matchs de foot, pardon, mais c'est un peu comme sur les matchs de foot. Imagine, il y a une mi-temps dans dans la plupart des matchs de foot. Hein. Évidemment, je compare ce qui est comparable parce que le sport et l'e-sport plus ou moins comparable. Dans les matchs de foot, dès qu'il y a une mi-temps, t'es sûr qu'à la minute où l'arbitre a sifflé la mi-temps, t'as un joueur bord terrain qui est là avec un gars de chez Canal, de chez DAZN, de chez qui tu veux, qui est là pour débrief la première mi-temps, quoi. Ça, c'est un minimum si on veut avoir une bonne qualité d'interview après. Alors, je peux comprendre parce que l'interview, elle était faite sur plateau, dans la grande scène, avec un traducteur en plus, qui était l'outil ou toi, Esperanza, où il y avait effectivement une interview post-match direct, mais pour la retombée médiatique, si tu veux, de l'événement, bah, ça aurait fait sens effectivement de faire une conférence de presse à chaque fin de match. Là, je pense que ce qui est important enfin, de comprendre, et je comprends totalement la frustration que ça peut créer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la quasi-totalité des possibilités d'interview qu'il y a pu avoir, bah, surtout sur les jours publics, donc du vendredi au dimanche, ont été en fait rejetées par les managers des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la manière dont ça se passe, et ça c'est avec les événements Blast, mais aussi ben, dans d'autres cadres, c'est que ben, la partie qui est obligatoire, c'est de toute manière l'interview sur stage. Et par exemple, bah, actuellement, on n'a que l'interview du winner. Mais c'est vrai que si on prend des événements comme l'EWC, eux aussi, ils font une interview bah, de l'équipe qui est éliminée, enfin d'une des personnes qui est éliminée, ce qui pour moi est aussi très intéressant, important et qui devrait aussi être présent. C'est-à-dire bah, à un moment aussi bah, se mesurer aussi à la défaite et aussi bah, d'être capable de pouvoir en parler à un coup et surtout que c'est des choses qui sont quand même importantes pour la professionnalisation et tout ça du milieu. Mais par contre, en fait, ben, à partir du moment où cette interview-là, elle est faite sur stage, nous, de notre côté, on s'occupe à envoyer toutes les demandes qu'on reçoit de co-streamers et bah, du coup de presse. C'est-à-dire que du coup, bah, d'un côté, on a les co-streamers. Donc, il faut se dire que sur l'événement, on avait 12 on avait 12 setups 12 box, ouais. qui étaient présents sur le côté donc du vendredi au dimanche où ils n'étaient pas tous occupés, mais en gros, on nous envoyait les demandes. Et aussi, dans la salle de presse, il y avait une chargée de presse au sein de Blast qui s'occupait de relayer toutes les demandes. Donc, il faut savoir qu'elle, la seule chose qu'elle faisait, c'était juste de les prendre et de les relayer. À aucun moment, elle les bloquait. À aucun moment, elle disait quelque chose. La seule chose qu'elle faisait, c'est de son côté, c'était de les relayer. Et nous, ensuite, on recevait toutes ces demandes-là.
Et déjà de 1, première chose, les demandes, elles venaient avec une condition. C'est-à-dire que par exemple, très souvent, la condition, c'est est-ce que telle équipe gagne, est-ce que peu importe si l'équipe gagne ou perd, ou tout ça, etc. etc. Et après, nous, du coup, on la relaie directement aux équipes. C'est-à-dire que on a sur nos canaux de communication avec les équipes, on les relaie. Et c'est là où le team manager, ou par exemple la personne qui, qui s'occupe des relations publiques, ensuite décide si elle accepte ou pas ces demandes. Et le truc, c'est que au final, nous, à part juste pour le dimanche proposer qu'on fasse une conférence de presse plutôt que de faire des interviews individuelles pour une question de temps et surtout une question de préférence de l'équipe, derrière nous, on n'a rien fait d'autre que juste de relayer ça. Et en fait, l'idée, c'est que c'est à chaque fois les équipes qui, lorsqu'elles perdent, décident de ne pas vouloir se mesurer à ça. Moi, je sais que la seule fois où j'ai vu quelqu'un qui acceptait de le faire, ou les 2 seules fois, c'était Monkey Moon. Je crois que c'était à une LAN entre Dallas et puis Lyon. Et je sais que c'est aussi Apparently Jack à Birmingham qu'il avait fait avec Rocket Baguette, qui avait accepté d'aller sur Rocket Baguette après une défaite. Et sinon, tout le reste, c'est tout le temps les équipes qui refusent. Et ensuite, lorsque les équipes, elles gagnent, lorsqu'elles enchaînent les matchs, et ça c'est surtout pour le cas du dimanche, en fait, elles veulent directement se remettre dans la préparation de leur prochain match. Et là, je pense que on est en fait en face même du souci que le milieu n'ose pas imposer cette partie de presse un peu essentielle qu'on devrait auprès des équipes. Et à la fois, c'est toujours un peu compliqué parce que si on prend les équipes, il y en a certaines, elles font du média training, il y en a d'autres qui n'ont jamais fait, il y en a certaines qui comprennent l'importance de la presse, d'autres qui n'ont rien à faire. Il y en a certaines où on va dire que, par exemple, si on prend du Vitality avec Sarah, qui est celle responsable des relations publiques, et Gauthier, qui sont clairement en échange pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est le mieux, eux, là, il y aura un peu un essai de vouloir un peu aller dans les deux sens et de comprendre un peu l'importance aussi de la presse dans des moments importants. Tandis que si on prend d'autres équipes qui sont peut-être moins structurées, elles, c'est juste les joueurs, en gros, qui disent au final, ah non, moi, j'ai pas envie de le faire. Et c'est vrai que du coup, là, je pense que le gros souci qu'il y a actuellement et qui est un peu général à l'e-sport, et qui d'ailleurs, si on regarde la LEC, par exemple, l'année dernière, je me souviens plus cette année, mais l'année dernière, il y avait eu des interviews aussi de perdants sur scène, etc., où justement, en fin de journée, et les fans ont directement dit ah ouais, ça se fait pas de prendre un Caliste parce que ils viennent de perdre et puis de le mettre directement sur le feu. L'idée, c'est que d'un côté, on est en mode ce serait bien pour l'e-sport et pour le milieu de aller un peu plus loin sur ce côté presse, mais de l'autre, en fait, quand on essaye de le faire, au final, on se prend un backslash et des équipes qui disent ah mais nous on n'aime pas ça, les joueurs ils disent ah mais nous on n'aime pas ça, et en plus très souvent, au final, les fans ils sont en mode ah mais ça se fait pas. Donc c'est vrai que du coup, je pense qu'actuellement, on est un peu sur cette phase-là qui va malheureusement, je pense, prendre un temps. Et je pense qu'on n'est pas à 1-2 ans près, mais je pense qu'on est plutôt à 5-6 ans de réussir à vraiment implémenter cette importance de relations publiques, de fait de devoir aussi développer son image en dehors du jeu et de comprendre aussi l'importance que ça a aussi de se mesurer à la presse dans des moments où tu viens de gagner, mais même si tu rejoues dans 1 heure ou dans 2 heures, y passer quand même un petit coup. Ou alors, tu viens de perdre et tu t'acceptes quand même de te mesurer aux journalistes parce qu'au final, ça t'aide toi, ça aide aussi peut-être ton mindset. Tout comme si on prend peut-être la scène Rainbow Six, eux, lorsqu'ils font des LAN, les sessions d'autographes sont obligatoires pour toutes les équipes qui sont éliminées. C'est-à-dire qu'on est éliminé d'un seul coup, on envoie aux équipes, ok, alors vous devez faire une session d'autographe, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Donc du coup, ça fait que chaque équipe qui perd, elle doit y passer. Tandis que sur RL, on a des slots de disponibles où en gros, on doit discuter avec les équipes, mais si elles décident de ne pas y faire, ou si elles décident au dernier moment de skipper, ou alors en fait elles sont éliminées donc elles ne veulent pas les faire, nous on n'a aucun moyen de levier d'action sur ça. Et au final, une nouvelle fois, ça c'est quelque chose qui devrait, de mon point de vue, pour aller vers la professionnalisation de l'e-sport, de dire maintenant c'est obligatoire. Tu fais ta session d'autographe, tu es une équipe qui est importante, tu as cette place-là, etc., il faut le faire. C'est juste que actuellement, en fait, c'est pas une question de blast, mais d'un côté, c'est soit le développeur du jeu, donc Epic, soit sinon, les team managers qui actuellement refusent de faire cet effort-là. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de fans en jeu, et qui se déplacent et qui dépensent beaucoup d'argent parce que ça coûte de l'argent de se déplacer. D'ailleurs, on va en parler un peu des fans. Je voudrais faire quand même une toute petite aparté avant les fans des annonces qui se sont faites durant ce Major, vraiment en très 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 condensé. On a eu l'annonce UE6, Rocket League UE6. Quelle date, quoi, comment, où, combien, on n'a rien du tout comme info. Par contre, on sait que ça ira sur UE6. Voilà. L'annonce, il n'y a pas eu l'annonce pour les Worlds, non? L'annonce pour les. Bah si, il y a eu l'annonce à Dallas. L'annonce à Dallas. Elle a été faite avant les crowd race. Pendant le group voilà. stage, oui.
C'est ça pendant le group stage et je crois que c'est tout comme grosse annonce Non, à part non, le fait de le réapparaître à WC. droite et à gauche. C'est Et tout. le WC qui a été annoncé à Paris pendant le Major, justement. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est indépendant de Rocket League. Encore, enfin, mais voilà, on va dire, on a trois grosses annonces UE6, la réapparition de la voiture à droite ou à gauche, et Dallas. Voilà. Évidemment, pendant, on a eu effectivement donc le WC. Ces annonces-là, est-ce que donc je vais faire un par un. Ces annonces-là, est-ce que ça annonce du bon pour Rocket League ou du moins bon? Et est-ce que ça peut fidéliser des joueurs qui ont tendance et ont eu tendance surtout cette année à vouloir partir du jeu? Tano. Oui. Euh, non, pour moi, c'est quand même une bonne augure pour le jeu parce que la question qu'on se posait, c'était surtout bah, quel sera l'avenir du jeu. On voyait que là, cette année, ça va mieux parce qu'on sent qu'il y a un vrai pas en avant qui est mis par Epic et Psyonix pour garder le jeu en vie et aller vers la communauté. Mais je sais qu'auparavant, bah, on voyait de moins en moins en fait, de contenu pertinent, euh, d'entretien du jeu parce que je me souviens qu'il y a certaines mises à jour où je me rappelle d'une image où la bannière Steam d'une des saisons était en fait littéralement inadaptée à celle que Steam demandait. Par exemple, bah, sur Epic Game Store, bah, il y a une bannière qui affiche Rocket League. Bah, sur Steam, c'était pareil, sauf que vu qu'elle était pas adaptée, en fait, elle était totalement étirée, c'était dégueulasse. Alors qu'en fait, tous les 4 tiers. jeux ouais, voilà, ça, tous les jeux ont vraiment ça. Donc on se disait, bah, d'accord, mais en fait, il n'y a plus personne. On voyait qu'il y avait des licenciements, que Rocket League avait pris un coup parce que la plupart des effectifs étaient partis sur le projet Rocket Racing, qui a fermé il y a de ça pas très longtemps. Et maintenant, quand on voit ce genre d'annonce, où bah, ça y est, le Rocket League a aussi eu son anti-cheat il n'y a pas très longtemps, même si, qu'on le veuille ou non, il y a des bons résultats et il y a des moins bons résultats, mais quand même, il y a un anti-cheat qui s'est installé. UE6, même si on parle d'un moteur qui sera installé dans le jeu dans un horizon 2027, 2028, voire 2029, on peut dire qu'il y a quand même des projets long terme, donc c'est vraiment bien. Et aussi, surtout, bah, c'est de se dire que là où auparavant il y avait cette idée de Fortnite d'abord, Rocket League après, maintenant on voit que c'est Rocket League qui, entre guillemets, prend son indépendance un petit peu dans la sphère Epic Games. Et rien que ça, bah, je trouve ça super encourageant parce que ça veut dire qu'on comprend vraiment qu'il y a une communauté, que le modèle e-sport du jeu est vraiment l'un des meilleurs qu'on a parmi tous les jeux parce que bah, c'est compréhensible. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la Media Room, on a vu passer Quotidien à M6 et je suis parti voir là juste avant le podcast pour regarder de quoi ils avaient parlé, en particulier M6. C'est trop bien. M6 qui a fait littéralement une sorte de mini reportage où ils avaient montré des images, montré l'ambiance, le public, montré même à quoi consistait Rocket League. Rien que ça. C'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre de faire ça. Et j'espère et je pense aussi que Epic Games l'a compris et que c'est de bon augure pour la suite. D'ailleurs, Héraclès, toi, les retombées médiatiques notamment, sur aussi évidemment les annonces, mais ces retombées médiatiques et les annonces, à ton avis, est-ce que c'est de bonne augure pour Rocket League plus tard? Déjà, je voulais revenir sur un point qui est quand même pour moi le plus important. Epic Games a annoncé Unreal Engine 6, donc le moteur, le prochain moteur, on va dire graphique de nouvelle génération, qui va donc concurrencer, on va dire un géant qu'on connaît tous, qui s'appelle GTA 6, qui tourne actuellement sous le moteur Rage, donc de Rockstar Games. C'est quand même, je trouve qu'on a trop sous-estimé le fait que Epic a utilisé Rocket League pour annoncer ce nouveau moteur. Je veux dire, normalement, le bijou d'Epic Games, c'est son bébé principal, celui qu'il a créé, Fortnite. Donc le fait d'avoir utilisé Rocket League pour annoncer UE6, ça envoie un message un peu particulier. Genre là, on va dire Rocket League n'est plus l'enfant mal aimé, on va dire, du papa et de la maman. Maintenant, on va dire, c'est devenu un projet à long terme, quoi. C'est plus devenu juste un truc opérationnel dans le but de faire vendre la boutique tous les jours. Non, c'est devenu un symbole particulier. Donc maintenant, aussi le fait que UE6 soit utilisé du coup sur Rocket League en premier, ça va témoigner aussi des graphismes, parce que sur Fortnite, les graphismes ne sont pas vraiment remarqués. Les joueurs, tout le monde joue en mode performance, plus ou moins sur Rocket League, mais sur Rocket League c'est un peu plus différent. On va dire le décor est plus fermé,
on va dire, est plus connu. Sur Fortnite, c'est un peu style cartoon, si je peux me permettre. Donc, pour moi, je veux dire, l'avenir de Rocket League est plus que radieux. On va même avoir du coup de nouvelles choses parce que des choses en fait qu'on n'a pas vraiment on va dire abordées dans la presse concernant UE6, c'est qu'en fait UE6 n'est pas tellement un nouveau moteur que ça. En fait, c'est la combinaison d'Unreal Engine 5 et de Unreal Engine for Fortnite, en gros, le moteur qui permet de créer les maps de Fortnite. Et ce moteur, justement, il utilise du coup le code Verse. C'est en gros un langage de programmation qui a été créé par Epic Games pour ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Unreal Engine 6, c'est l'addition des deux. Donc, dans l'idée, il va aussi y avoir beaucoup de correctifs. C'est quand même un nouveau moteur, mais dans l'idée, ça sera UE5 version grandement améliorée. Donc, pour moi, si je peux avancer les choses, ça va sûrement créer du coup beaucoup de contenu sur Rocket League, avec ce qu'on a vu auparavant sur les anciennes Map Workshop, on va dire aux alentours de 2019, 2020, 2021, avant malheureusement la petite descente aux enfers du jeu. Et bien maintenant, toutes les cartes vont être rebattues. Là, toutes les possibilités vont être infinies. On va dire les nouvelles créations vont pouvoir être partagées sur toutes les plateformes, que ce soit console, PC, Switch, mobile, si jamais il y a une version mobile un jour. Tout ceci sera possible et ça s'annonce incroyable parce que quand on sait que la majorité des personnes sur console n'ont pas la possibilité de jouer au Map Workshop qui sont réservés aux joueurs PC, qui même on va dire ont eu récemment des petits soucis à cause de Backest Mode qui a été retiré à cause d'Easy Anti-Cheat. Donc même Qui est si revenu là, d'ailleurs. c'est ça, oui, qui est revenu, grâce à l'aide d'Epic Games aussi, aux Ouais. développeurs de Backest Mode, c'est quand même un truc que je voulais aussi témoigner. C'est que là maintenant, Epic Games écoute la communauté. Je vais vous refaire une petite liste non exhaustive de ce qu'on a eu. Déjà, on a eu le bundle du Paris Major, dont les ventes nettes vont être reversées à 100% aux joueurs et aux équipes. Un modèle qui avait été adopté sur Dota 2 depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Dota 2 qui est l'esport ayant généré le plus de prize pool, on va dire tout confondu. Plus que Counter-Strike, que Rocket League, plus que Fortnite. Quoique Fortnite, je crois que c'est à peu près au même niveau. Fortnite a. Dire, grand global, pas seulement Epic, a mis 300 millions de dollars en jeu sur toute sa période. C'est quand même incroyable au vu de la timeline. La nouvelle mécanique, on va pouvoir désormais dans la saison 23 choisir où on respawn après une démolition. C'est ce qui rend Rocket League maintenant le jeu qui nécessite le plus de skill. Ce n'est plus seulement du hasard, c'est maintenant principalement de la décision à 100%. La seule chose qui n'est pas encore maîtrisée, c'est les kick-offs. Mais encore, ça c'est une rotation. Ça change tout le temps. Peut se maîtriser à haut niveau quand même. Hein. C'est pas un problème maintenant. Rocket League est devenu le jeu où le skill est maintenant le seul facteur. Ce n'est plus du hasard comme avant, c'est juste le skill. Ça envoie quand même un message que l'e-sport Rocket League est maintenant l'e-sport, on va dire qui nécessite le plus de compétences individuelles. Oui, Donc, c'est en fait finalement devenir un tiers 1 bientôt. c'est ça. Bah, si ce n'est même pas encore un tiers 1, ce ne serait retardé, vu que le jeu a quand même plus de viewers, on va dire pendant les RLCS, quand même arrive à faire plus de viewers que certains e-sports, on va dire. Il me semble comme Il y a encore R6, les rageux de Shadow. Counter-Strike là qui, qui vont te Non, bon, dire. bon, après Counter-Strike, ça va, c'est un monde à part. C'est quelque chose, ça existe depuis plus de 20 ans. Je crois Ouais, bah, qu'on c'est n'a des plus vieux. vraiment Hein. besoin. Ouais, des vieux grincheux, oui, qui comprennent pas. En tout cas, voilà. Pour moi, l'avenir de Rocket League est plus que certain. Pour moi, les créateurs ne vont pas tarder à revenir. Je pense même qu'ils sont en train de préparer le retour maintenant pour ce setup pour l'arrivée d'Unreal Engine 6. Ils vont pas attendre que ça arrive, ça va commencer maintenant. On va avoir J'allais une avalanche de contenu. j'allais dire ça justement, Esperanza, c'est bon pour les créateurs de contenu, ça. L'arrivée d'un nouveau moteur, l'arrivée de nouveaux graphismes, l'arrivée de nouvelles possibilités pour les marques, pour les maps workshop. On connaît Fury qui au bout d'un moment avait dit on en a marre de faire des réactions pépites, cacahuètes, tout ce que tu veux, des meilleurs buts sur Rocket League. On s'en fout. En fait, au bout d'un moment, on veut créer du contenu. Sniper RL, je me rappelle à l'époque, pour ceux qui se rappellent, Sniper RL avait quitté Rocket League, avait quitté le monde de YouTube Rocket League parce qu'il n'y avait plus de contenu. Il n'y avait plus rien. D7, à un moment, s'était posé la question d'arrêter complètement. D'ailleurs, il a fait du multigaming sur sa chaîne Twitch parce qu'il en avait marre de Rocket League. Il y avait trop de cheaters, trop enfin, il n'y avait plus rien en contenu. Les saisons se ressemblaient toutes. Et en plus de ça, il n'y avait pas vraiment de nouveautés, si ce n'est on nous en enlevait. Donc là, pour les créateurs de contenu, c'est peut-être une manne.
Bah, le truc, c'est qu'au-delà même de prendre par exemple un Fury, si on prend bah, aussi Eversax, qui a été très connu, entre autres bah, Oui, la fameuse carte des Olympiques et tout ça, c'est bien vrai sûr. qu'une nouvelle fois, le monde de la création était aussi très bien représenté ben, dans le monde francophone de Rocket League. Et c'est vrai que bah, comme, euh, comme finalement l'a très bien dit Héraclès, en fait, ce UE6 ou ce UE5 Cross Boosté. UE Fortnite, c'est vraiment aussi juste un monde pour finalement avoir plus de possibilités. Alors, c'est vrai que j'ai vu passer depuis maintenant quelques jours sur Twitter les fameux mèmes de à quoi ça sert au final d'avoir un truc avec des graphismes de fou alors que les modes performance de toute manière ça réduit au maximum les renders. Et c'est vrai qu'en fait l'idée c'est que je pense que de s'imaginer que le UE6 c'est juste pour avoir des plus beaux graphiques, c'est clairement, je pense, avoir une mauvaise compréhension des enjeux qui sont derrière. Et, euh, et je pense qu'au final, une interview bah, qui est sortie hier, qui était absolument incroyable, celle de l'équipe et de Paul Arrivé auprès quand même juste de Cliff. Pour les gens qui connaissent pas, c'est la personne qui s'occupe bah, justement de la partie compétitive au sein de Epic. Une des interviews qu'on a juste jamais l'opportunité d'avoir et de lire, c'est que dedans lui-même en parle du fait que il considère et pense qu'actuellement on a encore exploité très très peu de ce que peut offrir Rocket League. Et je pense que c'est vraiment ça au final l'idée, c'est que UE6 peut nous permettre d'imaginer des choses que peut-être on n'aura pas pensé ou qu'on pourrait penser mais improbable. Et je pense que la seule crainte que j'ai personnellement, c'est qu'on part trop loin de l'essence de base de Rocket League, parce que ce qui est aussi bien, c'est sa simplicité De d'approche. compréhension. Et le fait qu'au final, ben, si on compare à un Fortnite, l'une des grosses critiques qu'il y a eu sur le compétitif Fortnite, c'était le fait que ça changeait tellement rapidement, que les mécaniques changeaient dans tous les sens, qu'il y a eu des introductions de choses qui faisaient que ça changeait juste beaucoup trop. Ça a été quand même une des raisons pour lesquelles il y a eu un des gros backslash de Fortnite. Bah, j'espère juste qu'il va pas trop avoir cette idée-là sur RL. Mais sinon, l'idée, c'est que ça peut juste offrir des perspectives de fou, quoi. Et c'est vrai que même au niveau des consoles, bah là, par exemple, il y a une heure, j'ai vu, il y a Nintendo of America qui a sorti, qui a fait une petite réaction, un petit quote RT de l'annonce de Rocket League, quoi. Et l'idée, c'est que du coup, bah, ça montre quand même que les consoles et les développeurs consoles et ceux qui produisent ces consoles-là ont un intérêt aussi bah, sur les perspectives que US6 peut offrir, tout simplement bah, parce que d'un côté, le moteur US6 peut permettre de développer d'autres jeux, et aussi eh ben, le moteur US6 peut permettre de rendre Rocket League plus intéressant sur les consoles, parce que bah, c'est vrai qu'actuellement, à part sur PC, Rocket League, bah, on n'en entend plus trop parler, quoi. Enfin, genre, c'est quasi mort sur console, alors que de base, c'est quand même aussi très. C'était aussi bah, vraiment né des joueurs principalement sur PlayStation, quoi. Bah, Donc ça Zen peut a commencé offrir des sur PS4, perspectives, je crois, quoi. hein. C'est ça. C'est que ça peut Et NAS offrir aussi. des perspectives. Sur quoi, pardon? Héraclès, dis-moi. Ouais, non, j'ai dit NAS aussi. Oui, Nas aussi, voilà. Mais je veux dire, pour moi, c'est Zen parce que c'est un peu la génération où, genre, j'ai connu Zen tout petit. Et donc, enfin, voilà, je me rappelle de ça, que ça m'avait choqué, que Zen était déjà absolument monstrueux sur PS4. Non, PS4, ouais. PS4. Et il était monstrueux. Je disais, mais c'est pas possible, quand il va passer sur PC, il va être champion du monde. Bon, c'est pas, ça a pas raté. Mais bon, voilà, c'est, c'est Ouais. finalement la suite logique. Mais je voulais passer sur un dernier sujet après avoir parlé de l'intérieur pour ceux, donc pour le public qui n'avait pas vu, qui était sur le stream et qui n'avait pas vu un peu les insides. On en a parlé des insides. On n'a pas parlé de tout parce qu'on peut pas parler de tout, mais on a parlé de certains insides. On a parlé de la production, on a parlé des annonces et donc de l'avenir de Rocket League, mais on n'a pas parlé d'un truc ultra important qu'on appelle le quatrième homme sur Rocket League, qui est le public. Et c'est non pas le coach. Parce que le coach, c'est sûr que c'est le quatrième joueur, mais c'est pas le quatrième homme. Le public français a été monstrueux, 15 000 tous les jours sur 3 jours. Ils ont montré qu'ils étaient là. Les GH, donc les Golden Hornets, le Blue Wall pour Carmine Corp, enfin Golden Hornets pour Vitality, Blue Wall pour Carmine Corp, Gentle Suit maintenant qui s'appelle, pour Gentle Mates. Ils étaient tous là. Ils étaient même très très chauds. On avait même quelques fans Twisted Minds par rapport à Monkey Moon. On a eu quelques fans aussi du côté de Energy. J'ai entendu quand même quelques personnes qui ont tir pour Energy dans l'arena. Shopify Rebellion, c'était autre chose.
Mais voilà, il y a un public français qui était non seulement présent pour leurs équipes, mais pas que. Et on a vu que finalement, ce quatrième homme-là était présent et a joué beaucoup, surtout pour Carmine. On l'a vu, et même c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Vatira qui a dit que ça le galvanisait, que c'était quelque chose qui lui permettait de mieux jouer, de mieux se concentrer. On va revenir du coup sur toi, Tano. Toi qui aussi a vécu entre le côté presse, le côté créateur, le côté public. Parce que d'ailleurs, je le dis, mais je le remercie énormément, Mayedine, qui était avec toi, qui t'a accompagné, puisque je n'ai pas pu être là pour couvrir l'événement, qui t'a accompagné au cadre, et etc. Voilà, donc notre stagiaire à Freeplay qui a pu t'aider. Vous étiez aussi dans la salle, pas que tout en haut dans la salle presse. T'as senti ce public-là? Comment tu as pu le percevoir justement, ce public français qu'on dit, en tout cas en France, qui est le plus chaud de tout Rocket League? Oh, bah c'est très bien dit parce que, en fait, on l'avait déjà pressenti rien qu'à Düsseldorf, il y a de ça maintenant 2 ans, au World RSS. C'était la première fois où on avait, depuis l'époque enfin, post-Covid, une compétition qui était pas très loin de la France. Et rien que ça, on se souvient que Rocket Baguette, c'était la première fois qu'il se déplaçait pour les Worlds, vraiment pas très loin de la France. Et qu'on avait un public, je me rappelle bah, évidemment de Carmine Corp Vitality, match d'anthologie, euh, où en fait l'ambiance était électrique. C'était en fait déjà un pressenti parce que ensuite on a Lyon, où c'était décuplé, et là on a eu Paris, Ah où c'était encore plus. Et vraiment, là où on a eu tout le parquage, que ce soit, bah, du coup tu t'as mentionné les différentes associations de supporters, mais au-delà en fait de l'ambiance où maintenant on ne présente plus la France comme étant un pays où on a la meilleure ambiance dans l'e-sport avec des orgues de supporters qui maintenant tient presque envie de tenir tête en fait à ce qu'on voit en Chine ou en Corée, j'ai envie de le dire. Euh, Ce que je trouve aussi important, c'est qu'on a quand même 15 000 personnes. Et au-delà, en fait, de ces orgues, il y a des supporters qui sont pas forcément en soi ultra, mais aussi des supporters qui viennent, bah, tu sais, d'outre-Atlantique, de région MENA, de région SSA. J'ai croisé créateur de contenu Greybird qui, lui, justement, est sud-africain, qu'on a vu pas mal tourner à la fois, bah, du coup, en Mediaro, mais aussi qui, en fait, s'imprégnait de l'atmosphère qu'il y avait dans la salle. Et c'était pareil pour tous les content créateurs, co-streamers, staff, Esperanza et Heracles. Voilà, vous avez pu faire aussi pas mal d'allers-retours dans la scène. En fait, c'est tout un tout. C'est un environnement. Les supporters, les quatrièmes hommes, comme tu le dis, Igoro, ça en fait partie. Mais pour qu'il y ait autant de hype, autant d'engouement, c'est aussi la production, c'est aussi le travail, c'est aussi les gens qui permettent à ce que, voilà, comme Lutti qui fait un clapping au moment où on annonce UE6, c'est ça en fait qui fait vraiment que Ah, IP, hein, je on peux a te une le dire, ambiance. hein. Ah, c'était, mais vraiment, mais il fallait le voir. Moi, j'avais à chaque fois Ah, qu'on sur le faisait stream! un lancement de match ou un lancement ou l'annonce, j'avais les frissons. Et pour le coup, je trouve ça, c'est très rare en fait d'avoir des événements qui donnent autant de frissons pour des moments qui sont aussi légendaires, quoi. J'ai envie de le dire. Donc ouais, honnêtement, c'est super important et on a besoin de ça et on en aura besoin pour de futurs événements. Et j'espère que même si un prochain événement RLCS ne sera pas forcément en France, on pense en Amérique du Nord, même pourquoi pas en Amérique du Sud, un de ces quatre. Franchement, ce serait génial de pouvoir en fait profiter et de en fait inspirer les futurs bah, les supporters, les personnes qui viendront voir un événement pour bah, garder un petit peu cette énergie qui a commencé, qui est propre aussi à la France. Héraclès, est-ce que toi, pour toi, le public français a été à la hauteur de sa réputation? Pour moi, même, je trouve on va dire que le public français aurait même pu faire mieux. C'est quand même, déjà, il était incroyable, mais pour moi, il aurait pu y avoir tellement mieux si juste, comment dire, s'il y avait juste eu, par exemple, moins de quoi qu'on va dire sur certaines choses. Déjà, apparemment, la sécurité, non, on va dire, il y a eu beaucoup de problèmes à l'entrée pour les fans Gentle Mace. Certains ne pouvaient même pas ramener d'écharpe ou je ne sais Ah bon? quel genre d'autres vêtements. Oui, apparemment, c'est interdit. Même des drapeaux, je crois, des drapeaux français. Ah J'ai ouais, pas d'accord. vraiment fait attention à ce qui s'est passé vu que j'étais un peu occupé. Mais dans l'idée, apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes Le comme problème de ça. sécurité. C'est ça. Aussi, j'imagine que beaucoup de fans étaient aussi à l'Eleven All-Star
Il y a eu même du coup un peu moins il y a eu un peu moins d'engouement que ce qui était prévu, mais pour moi, pour les personnes qui étaient là, 15 000 sur un major, alors que c'était même plus qu'à Lyon. C'est-à-dire là, on était à Paris, c'est justifié qu'il y ait plus de monde, mais même là, le public français était à la hauteur, on entendait bien les bruits. Même, je trouve que la production, ça c'est un truc, je leur en veux, on n'entendait pas tellement bien le public. Mm. Quand j'ai C'est ce que j'allais dire. ouais, quand j'ai visionné les VOD, il y avait beaucoup de problèmes de son. Par exemple, on entendait, on va dire, vraiment 20% de ce que le public criait vraiment dans la salle. On avait, on a eu du coup des soucis concernant qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, concernant euh, comment on les appelle déjà? Euh, Supporter. non, non, pas tellement sur les supporters, plutôt Ah, faire sur des d'autres choses, par catégories. exemple. Par exemple, les catégories de place où les supporters pouvaient pas aller d'un endroit à Euh, l'autre ou d'un étage à l'autre. non, 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 voilà, c'est bon, je viens de retrouver ce que je voulais dire. En fait, apparemment, les bruits des casteurs étaient un peu trop forts, on va dire. On n'arrivait pas tellement on va dire, à entendre, on va dire. Parce qu'en fait, c'est plutôt les voix des casteurs qui ont bouché les voix du public. Ça aussi, c'était une petite erreur de la production. Mais dans l'idée, le public français était au rendez-vous. Les Gentle Suits étaient là, les Golden Hornets étaient là, les fans cassés étaient là. Et j'insiste sur le fait, je les remercie infiniment, c'est d'être restés même après leur défaite. Ça, c'est un truc, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Ils ont pas quitté la salle, ils ont eu la rage, des trucs comme ça. Même si Gentleman a été éliminé en top 6, très belle performance déjà au vu de la forme de l'équipe. C'est quand même très généreux à eux d'être restés, d'avoir motivé l'événement. Pour moi, c'était le vrai point positif. J'ajoute aussi merci aux fans de ne pas avoir hué Twisted Minds, à part Newpo, le pauvre. Je trouve quand même Il y a un qu'on respect lui a quand fait même, hein, beaucoup qui de s'est mal. mis en place. Il y a un Ouais, respect. mais je trouve que c'est dommage. Newpo, juste parce qu'il a sorti Moxie à Lyon, c'est quand même dommage qu'il ait reçu autant de haine, alors que même Moxie lui-même lui a pardonné. Ça, c'est un truc que quand même que je trouve un peu dommage, mais au moins ils ont respecté Monkey Moon, le GOAT. Ils ont même aussi acclamé TRK. Je vous avoue que celle-là, même moi je l'avais pas vu venir. Grand merci, ça a été bonne ambiance. À part pour Newpo, le pauvre qui s'est fait huer, pour moi je trouve que ça a été bien respecté. Même les ENA, ils ont pris des bouts, mais pas autant qu'à Lyon. Et j'y étais aussi. Donc, euh, donc je sais ce que je dis. Pour moi, le public français a été très généreux, bien réveillé. Pour moi, c'est à revoir. Esperanza, on a eu un public qui a été chaud. Alors par contre, je veux juste revenir en te posant la question. Héraclès a dit quelque chose de juste, parce que moi j'étais chez moi. On a très peu entendu le public, même si au bout d'un moment il y avait les faites du bruit et ça partait en cacahuète. Ok. C'est vrai que pendant les matchs, souvent, même pendant la prod de Rocket Baguette, on entendait souvent les casteurs dans la salle. Donc, public présent. Sur place, je me doute que ça devait faire beaucoup de bruit. Sur le stream, un peu moins. Je pense aussi c'est la signature des prods en e-sport. Pour toi, ça a été à la hauteur au niveau du public? Je pense que l'endroit où je pense que la prod, et que ce soit la prod en salle ou la prod en ligne, n'y est pour peu, pour pas grand-chose au niveau de la retranscription de l'ambiance, c'est que, pour être honnête, par exemple, quand nous, on était au centre de la scène en train d'installer les joueurs, on entendait très peu la salle, en fait. Et je pense que ça, c'est une des critiques majeures que j'ai entendues, surtout en échangeant le soir avec les fans du Blue Wall, des Golden Hornets et de TGS. C'est que quand même, en fait, la taille de la salle, et surtout ce qu'on ne se rend pas compte, mais la largeur de la salle, parce que ça, c'est quelque chose qui nous a directement scotché dès qu'on est arrivé et qui était juste impressionnante, c'est la largeur de la salle et la distance en fait au final entre les tribunes. C'est que, et d'ailleurs c'est pour ça que tout à l'heure, lors de ma première intervention, j'ai dit que c'était quelque chose à essayer une fois mais à pas refaire, c'est que cette salle, elle n'est pas faite pour l'e-sport. Et je pense qu'elle n'est pas faite pour l'e-sport dans le sens où ce qui a été Trop dit grosse. ce qui a été dit, pardon. Elle est trop grosse en gros pour Ouais, du c'est ça, Rocket League. elle est trop grande, elle est trop large. Et l'idée, c'est que, et c'est ce qui a été dit dès le vendredi, en fait, par les fans
des 3 équipes, c'est qu'en fait, tu n'entends pas les autres et tu peux pas te chambrer, tu peux pas répondre, tu peux pas te faire des calls, tu peux pas. Par exemple, ce qui était incroyable à Düsseldorf et ce qui était aussi vraiment cool à Lyon, c'est qu'aussi, par exemple, les fans, ils pouvaient un peu se répondre et du coup, il pouvait y avoir un peu des trucs qui étaient lancés ou comme ça, ou sinon, quand tout le monde devait être sur la même longueur d'onde, tout le monde y était. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire d'hymne français le vendredi où il y a les fans GH qui lancent une Marseillaise. Ensuite, il y a les fans cassés qui lancent une Marseillaise, mais du coup, les deux sont déjà décalés. Et en fait, après, du côté du côté des Gentle Suits, le côté, ce qui a été critiqué sur le côté où il crie Mates, Mates, Mates pendant que Zen il est en train de parler, et qu'il y avait encore derrière la Marseillaise qui tournait du côté cassé, c'est qu'en fait, de leur côté, on n'entend ni l'un ni l'autre. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a quand même ce problème de salle qui est gigantesque et qui fait qu'en fait, sincèrement, la sonorisation, quand je marchais, parce que je bougeais un peu partout dans la salle, et je suis limite étonné, toi, que Héraclès, tu as eu l'impression qu'il y a eu de l'ambiance, c'est que pour être honnête, moi, de mon côté, je trouvais que c'était assez. Je dirais pas le mou, parce que l'idée, c'est qu'au final, tu voyais les gens qui bougeaient dans tous les sens, qui faisaient des cris, par exemple. C'était assez marrant parce que quand on était en train d'installer les joueurs Vita, je crois que c'était samedi, j'étais avec la vidéographeuse de Vita et tout, et on voyait en fait les GH bouger dans tous les sens, tout ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils étaient hyper lents, parce qu'en fait, on les voyait gigoter dans le sens et on savait qu'ils étaient en train de crier à mort, mais en fait, on les entendait un tout petit peu. Et l'idée, Ah c'est que ouais. du coup, l'idée, c'est qu'au final, nous, de l'autre côté, c'était cool parce que tu vois, ça se voyait qu'il se passait quelque chose, mais on ne les entendait pas plus que ça, en fait. Et je pense que du coup, ce côté, on entend mal depuis la salle, sachant que j'ai vu aussi qu'ils avaient mis quand même des micros de D'ambiance. full, d'ambiance, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient disposés, en fait, au niveau du sol, et ils étaient mis un peu sur tous les côtés et tout. Je pense qu'en fait, surtout, ça captait mal parce que juste la sonorisation, elle se faisait mal, quoi. Il faut se dire que quand même, de base, le bol aussi qui était tout en haut devait être vendu. Au final, il était tout vide parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a énormément de places qui n'ont pas été vendues. Et la largeur de la salle et tout ça fait juste qu'en fait, le son, il pouvait pas se propager comme on a pu le faire dans d'autres arènes où, par exemple, si tu prends même quand on était au States, une fois à la Ganis Arena, de base, c'est un stade de hockey, quoi. Donc, c'est beaucoup plus fin. Et surtout, c'est un ovale en entier. Et du coup, tous ces éléments-là font quand même que ça rebondit mieux et on s'entend mieux. Donc, c'est vrai qu'au final, le Worlds à Lyon, c'était un truc de malade. Et pour moi, la meilleure ambiance, elle était à Düsseldorf. Mais l'idée, c'est que pour moi, tu prends le public qu'il y avait là et tu la mettais, par exemple, dans la Adidas, où tout le monde aurait pu quand même rentrer dans la Adidas Arena. Je pense que ça nous donnait le meilleur événement de RL, mais de très très loin. Parce que l'idée, c'est que je pense que la seule chose qui nous manquait ce week-end, c'était l'ambiance. Parce que l'idée, c'est qu'il y avait des gens qui se gigotaient, mais on l'entendait mal. Moi, pour être honnête, j'étais là où j'étais assis, c'était 20 mètres à droite des Ultra Gentlemen. Donc, c'est pour ça que moi je t'ai dit là-bas si j'avais cette ambiance, c'est parce qu'ils étaient là. Et il y avait aussi des petits fans cassés qui étaient éparpillés parmi nous, même si les Ultra cassés étaient de l'autre côté de la salle, du milieu, milieu par rapport au trophée. Alors que certains étaient là, donc c'est pour ça qu'il y avait aussi de l'ambiance. Même les fans cassés étaient là, même quand les fans Gentlemen étaient un peu endormis. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait de l'ambiance, mais c'est vrai, pour moi, c'est un petit flop, on va dire. La question de sonorisation, pour qu'on puisse entendre le public et tout, ça, c'est vraiment le petit point noir qui nous a manqué. On a eu une belle Marseillaise à Lyon. C'est dommage d'ailleurs de ne pas l'avoir de ne pas l'avoir eu à Paris. C'est dommage. Mais bon, il faut bien faire des erreurs pour les corriger ensuite. Donc, C'est surtout, ouais, c'est surtout le moyen de s'améliorer pour la prochaine fois, j'ai envie de dire. c'est ça. Ouais, Et c'est pour ça. le prochain événement à Paris, messieurs, on va s'arrêter là. Voilà. On a beaucoup parlé, on a débriefé de beaucoup de choses. Mais je le répète, on a donc débriefé de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'arène pour ceux qui n'ont pas vu, et même pour les gens qui étaient dans l'arène, on va dire pour le public qui ne connaissait pas l'intérieur, eh ben, ils le connaissent maintenant aujourd'hui. On a aussi débriefé des annonces, on a débriefé du public et on a débriefé aussi de l'e-sportif et non pas du sportif, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu présent pour cette interview croisée. Voilà, finalement, on va l'appeler interview croisée pour débriefer ce major avec vous. Merci beaucoup Héraclès, merci beaucoup Esperanza et merci beaucoup Tano d'avoir donc décortiqué un petit peu ce major de Paris. Euh, Moment pub, on vous retrouve où?
Bah, moi, tu me retrouves sur Twitter, Héraclès0. Tu me retrouves sur Wikipédia, tu peux me retrouver sur les streams Twitch de Moxie, Kaukor, Stizo. On va dire tous. En gros, moi, tu peux me trouver littéralement partout. Je suis le gars, tu Partout. t'attendras jamais à me trouver, à pas me trouver. Tu peux me trouver littéralement partout, c'est pas un problème. Donc sur les réseaux, et même sur RL, je veux dire, en ranked, je me fais reconnaître par au moins 5 personnes par jour. Donc, ah oui ne d'accord. t'inquiète pas, tu me trouveras. Mais Donc avec sur plaisir. Twitter, Héraclès0, c'est ça? C'est ça. Ok, Héraclès0. Esperanza, on te retrouve où sur les réseaux? Moi, c'est juste sur Twitter, Julien-Momer, pas très original parce que c'est mon prénom, mon nom de Mais famille. c'est bien. Et c'est sinon, pro. on me retrouve sur les événements, Fortnite, Rocket League. El patron, on le retrouve évidemment sur le patron. C'est ça. On te retrouvera sur la scène à Düsseldorf. Si enfin, j'espère, si les joueurs français me le permettent, ouais, avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon. Et Tano, on te retrouve quand même sur les réseaux. Fais ta pub, bien sûr. Bien sûr, bah, on se retrouve sur Freeplay aussi. Faut pas oublier. J'étais sûr. Mais oui, mais sinon, oui, un petit peu Twitter. RL Tano. Tiré du bas à la fin, faut pas l'oublier. Où je parle un petit peu de ma vie. Je suis pas très actif sur Twitter parce que c'est pas le réseau que je préfère le plus, j'avoue. Mais quand même, c'est pour parler d'e-sport ou parler de quoi que ce soit, c'est ici que ça se passe. Eh ben super, voilà, vos réseaux sont donnés. D'ailleurs, bon, si vous voulez me suivre, moi c'est sur Instagram, voilà, pas plus. J'ai Twitter, oui, si vous voulez, Goroken, mais c'est vrai que c'est un peu un réseau mort aussi pour moi, c'est beaucoup sur Instagram en ce moment. Nathan Sperling, voilà, si vous voulez y aller. Merci beaucoup les amis d'avoir été nos invités pour débrief ce Major. Merci beaucoup Avec plaisir. à Tano d'avoir évidemment organisé toute cette vidéo et d'ailleurs qui va monter cette vidéo. Donc merci beaucoup à toi mon cher Tano, merci aussi pour tout le travail que tu fais. Un petit shout-out, un petit merci spécial à Mayedine qui t'a accompagné, notre stagiaire qui t'a accompagné durant tout ce major et qu'on embrasse évidemment, qui a fait un travail énorme. On se retrouve pour une prochaine émission, pour un prochain concept. Voilà, pourquoi pas refaire ce concept. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse ce concept d'interview croisée. En attendant, on vous fait des bisous, une belle soirée, une bonne journée, et puis évidemment à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao.